Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur. Ouh là là. On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac se creuse et il n'y a plus qu'à continuer. Ah bon? Voilà, monsieur. Oui. Mais comment on boit ça? Du sec. Très Moi c'est Mika. Moi, c'est Adrien. Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des papilles. Pour cet épisode aujourd'hui, on a la chance et le plaisir d'accueillir notre parrain numéro 2, puisque le mois dernier nous avions Florian de Dambar. Et aujourd'hui, on a le plaisir avec Adrien d'accueillir Jean-Yves. Enfin, c'est plutôt lui qui a la chance de nous accueillir, ou le plaisir de nous accueillir chez lui. Donc, je tenais à vous présenter Jean-Yves Farrer. Salut Jean-Yves. Salut. Alors, Jean-Yves Farrer, vous le retrouverez au pied du Haut-Königsbourg, puisque on est dans le village, dans le fief du château du Haut-Königsbourg. Alors aujourd'hui, c'est la Toussaint, on l'a pas vu du tout. Derrière les nuages, il doit être là, à nous attendre. Il y a de la brume un peu partout, mais bon, on a quand même les couleurs automnales là sur les... Ah, déjà, on est arrivé, il y avait des cloches, j'ai dit, mince, il va falloir que j'aille à la messe avant d'enregistrer. Mais non, finalement, on nous a pas envoyé la messe. En tout cas, le temps de Toussaint ne s'est pas caché. Non, on est vraiment le... Alors, pour ceux qui ne savent pas, on enregistre le 1er novembre. Oui, on a un mois d'avance, mais on est comme ça. On fait les choses bien. On fait les choses bien, en amont. Du coup, on va passer du temps donc, sur les 2 épisodes avec Jean-Yves. Alors, je réexplique. Le premier épisode, c'est toujours un épisode qui est consacré au domaine du vigneron et on va goûter de ses vins. Que tu connais ces vins ou pas du tout? Pas du tout, justement, c'est une belle découverte que je vais faire aujourd'hui. Bien. Et le deuxième épisode, on va boire toujours de vin, un troisième du domaine dans lequel nous sommes, plus un autre vin. Et il y aura la question qui fâche. Elle ne fâchera pas tous les mois. Elle ne fâche pas toujours, oui, parce qu'Adrien a envie de faire quelques petits débats, de façon à un petit peu développer et intensifier nos collaborations et nos discussions. Je pense que ça peut être intéressant de mettre en avant des questions que le vignoble se pose et que nous posons aussi de temps en temps. Oui. Exactement. Du coup, je t'ai déjà salué, Jean-Yves, je vais te saluer. Salut. Alors, merci de nous accueillir chez toi pour ce podcast, donc du raisin et des papilles pour le mois de décembre. Alors, nous, pour la petite histoire, on avait déjà organisé dans une de mes anciennes vies des soirées ensemble, donc on se connaît depuis quelques années. Et puis, quand j'ai eu l'idée de lancer des raisins et des papilles, ou du raisin et des papilles pour être exact, j'avais envie de commencer un par Florian, un par Jean-Yves. Alors, pas forcément dans l'ordre qu'on l'a fait, mais c'était le premier disponible et qui me dit oui, c'est bon, parce qu'ils font partie de mon histoire, ils font partie des vignerons que j'affectionne et que j'ai envie de mettre en avant. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton domaine? Alors, un peu l'histoire, l'historique. Alors, je crois que c'est 1938, si je me trompe pas, dans les années 30, ça, un peu ton histoire a commencé ou beaucoup plus tôt? Alors moi, non, mais mon grand-père, oui. Il a acheté la maison en 38 et donc il s'est installé là. C'était une ferme, clairement. Donc avec des animaux et des porcs, il y avait des vaches, des poules, des lapins et il faisait aussi un peu de vigne. Ce que tu n'as plus aujourd'hui, tu n'as plus du tout le côté ferme, si? Non. Non, ça a disparu. C'était mon père qui a arrêté. Par choix, par nécessité économique, tout simplement. Et puis mon grand-père, du coup, les raisins, il les vendait à une coopérative. Et puis dans les années juste après-guerre, c'était une grande période de crise aussi pour le vignoble. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de vinifier lui-même. Et donc, il a acheté des tonneaux, il a acheté un pressoir, il a mis ça dans la cave. Et il a commencé à faire du vin et à mettre en bouteille. D'accord, donc on est dans les années 30, 40, avant la Deuxième Guerre mondiale. En 1950, il a commencé à mettre en bouteille, voilà. J'ai fait ma Nabila, désolé. Parce que la crise, c'est à la sortie de la guerre, finalement, les Français ne voulaient pas forcément acheter le vin qui venait d'Alsace, c'est ça? D'où ça venait cette crise?
pense non, puisque l'Alsace était déjà française avant la guerre. Donc, dans le détail, je ne pourrais pas dire. Je pense que c'était une question de surproduction par rapport au marché, hein, tout simplement. Voilà, donc il y avait beaucoup de vins qui se faisaient, peut-être aussi de piètre qualité, et puis donc les débouchés n'étaient plus là. Puis peut-être aussi une question de moyens pour les gens, juste après la guerre. Le vin n'étant pas un produit de première nécessité, donc même si effectivement il était plus courant d'avoir du vin à table à cette époque-là que aujourd'hui, enfin en tout cas quotidiennement. Mais voilà, donc et c'est aussi à cette époque-là qu'il y a beaucoup de coopératives qui se sont créées, même par exemple dans le village, quoi. Des gens qui n'avaient plus, voilà, le vin ne valait plus rien. Après, bon, on pourrait dire que des fois l'histoire se répète, en tout cas elle tous, quoi. Il y a des choses qui sont un peu similaires avec la situation d'aujourd'hui. D'accord, donc aujourd'hui, il y a aussi des problèmes économiques, je ne sais pas si c'est De plutôt surproduction, peut-être. surproduction, ce genre de choses. On pourrait dire ça comme ça, ouais. D'accord. Et du coup, toi, dans ton histoire, il y a eu grand-père, il y a eu ton père. Oui, donc mon père, il faisait encore un peu de vache quand moi je suis né. Et puis en 78, il a arrêté. Il s'est uniquement focalisé sur la partie viticole. D'accord. Et toi, tu as repris quand Alors moi, j'ai repris en 2009, donc il y a une dizaine d'années, après avoir fait un parcours qui n'était pas forcément destiné à reprendre. En fait, c'est pas que je m'intéresse pas au vin, c'est pas ça, mais la gestion du domaine, c'était pas. Quand mon père le faisait, je me sentais pas travailler avec lui. D'abord parce que le domaine était vraiment trop petit, donc ça aurait été un petit peu compliqué économiquement d'être aussi dessus. À 6 hectares. Voilà, donc ça a un petit peu augmenté, mais c'était à peu près ça quand j'ai repris, quoi. Et voilà, donc moi j'ai un petit peu bourlingué en Bourgogne d'abord pour la formation, Chablis, et puis à Dijon, et puis un petit peu dans le sud de la France, à Tavel. Puis après je suis parti overseas, aux États-Unis, Californie, voilà, là où c'est en train de brûler en ce moment. Et puis en Chili aussi. Et du coup, tu es revenu en France avec un peu. Est-ce que tu vinifies à tes vins avec un peu ces influences américaines? Est-ce que tu as réussi à mettre un peu d'identité de ces endroits-là? De ces expériences. Alors les idées voyagent. Le domaine où j'ai travaillé aux États-Unis, qui était Newton Vineyards, en fait, les propriétaires étaient très attachés à utiliser des méthodes qu'ils ont repris de Bourgogne. Peu d'intervention à la cave, des pressurages lents. En raisin entier, utiliser la flore indigène pour les fermentations. Donc voilà, ils vinifiaient tout en barrique, quoi, la partie que je m'occupais, mais pour les rouges c'était pareil. Donc voilà, donc et ces idées-là en fait, voilà, elles voyagent, donc elles passent de l'autre côté, on peut se les réapproprier de là-bas. Après, c'était pas forcément le cas au Chili, où là, j'ai vraiment travaillé dans une entreprise qui était hyper industrielle, où là, on va dire, c'est plutôt les choses à ne pas faire quand on a un domaine que j'ai appris que vraiment faire les choses comme je le souhaitais le faire. D'accord. Et du coup, tu as repris en 2009. Et quelle était ta première cuvée? La première pâte? Alors en fait, j'ai vinifié avant de 2009. J'ai vinifié déjà en 97. Mon père me laissait quand même faire des petites choses, d'essayer des choses, de prolonger les cuvaisons pour le pinot noir, de faire des élevages en barrique assez conséquents, ce qu'il ne faisait jamais. Donc ça, c'est des choses que j'ai introduites au domaine à l'époque. D'accord, que lui ne faisait pas du tout, et du coup, Il faisait des élevages, mais uniquement en foudre, mais pas en barrique. D'accord. Et puis les cuvaisons n'étaient pas faites pareil. Il faisait une cuvaison plus courte pour extraire moins de tanins. Moi, je fais des cuvaisons plus longues, voilà. Mais enfin, c'est juste pour le pinot noir. Est-ce qu'il t'a laissé faire tout de suite ce que tu voulais, ou est-ce qu'au contraire, il a essayé de te freiner en disant non, je préfère faire les choses comme ça? Comment ça s'est passé, cette transition? En fait, elle s'est faite assez brutalement à partir du moment où j'ai repris. Donc là, c'était vraiment après, c'est bon, vas-y, je touche plus. D'accord. Avant, je pouvais faire des essais un peu par-ci par-là, lui donner des conseils, bien sûr. Mais à partir du moment où c'était décidé, non, il a pas voulu dire. Bien sûr, il avait toujours l'œil et enfin le nez, on va dire, pour dire tiens là tu fais fausse route, mais
des fois pas tout de suite. Mhm. Genre, prends-toi le mur et puis tu verras. D'accord, donc C'est une façon vraiment, d'apprendre t'as vraiment aussi. laissé faire tes propres expériences, et puis si t'échouais ou s'il y avait un vin ou quelque chose qui fonctionnait pas, et tu le disais. Ben oui, et puis bon, ça responsabilise aussi. D'accord, oui, forcément, bah oui. Et aujourd'hui, quelle est la vision qu'il a aujourd'hui de ton travail, 10 ans après? Ah bah, il faudrait lui demander. Je sais qu'il va pas forcément me faire des compliments comme ça facilement, mais bon, il a plaisir à goûter les vins qui se font. Même s'il va pas me le dire par sa pudeur, il va pas me le dire ouvertement le matin à 8h, tu es formidable. Ce serait magnifique. Voilà, mais non, il a quand même l'œil critique, donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. Et toi, donc, ce qu'on disait en off, t'es en ce qu'on appelle en conversion bio, puisque C'est t'étais ça. en conventionnel. Alors, c'est vrai qu'en France, on aime bien les étiquettes et qu'on est un peu dans la mode des biodynamie, nature, bio. Enfin, il y a tellement de choses que peut-être que le consommateur se perd aussi un petit peu, pas trop savoir où il met les pieds. Comment se passe ta conversion actuelle? En fait, la démarche passée pour la conversion bio, c'est juste pour la partie certification. Parce que, à part certains endroits qui étaient difficiles de désherber mécaniquement, les traitements, depuis que j'ai repris, j'utilise que des produits qui sont enfin les mêmes traitements qu'en bio. Donc voilà, pour moi, ça va pas changer. Voilà, donc il y a juste des outils que j'ai rachetés en plus et qui me permettront d'avoir la conversion au total, quoi. Voilà. D'accord, donc en fait, c'est plutôt un côté administratif, la conversion bio. Et en fait, le processus, la vision bio, tu l'avais déjà. Exactement. On n'est pas dans une démarche à faire des rendements énormes, justement, à vraiment bien cadrer la vigne pour pas que, voilà, pour pas avoir des excès, quoi. Tu parlais de désherbement, donc comment tu travailles dans les vignes, justement? Alors, généralement, on travaille un rang sur deux mécaniquement, et puis le reste, bah, c'est de l'herbe. Mhm. C'est de la flore indigène qui pousse. Je vais pas implanter des choux, des choses comme ça. C'est pas que ça m'intéresse pas. Je pense que c'est quelque chose qui se fait pas au hasard. Voilà, donc c'est surtout des bêchages qu'on initie à l'automne, puis on repasse au printemps un petit peu, quoi. Voilà. C'est qu'en Alsace, on voit souvent qu'il y a un rang sur deux enherbé et puis l'autre qui est travaillé. Pourquoi cette tradition et qu'est-ce qu'il y a dans le sol alsacien qui fait que finalement on travaille comme ça et pas forcément pareil dans les autres régions? Je pense que c'était pour éviter trop de concurrence peut-être de l'herbe. C'est vrai que ça fait peur à beaucoup d'avoir vraiment beaucoup d'herbe. Moi, j'en avais aussi des parcelles où effectivement j'avais pas mal d'herbe. Il faut un temps d'adaptation de la vigne, c'est clair. Après, pour les périodes de sécheresse, c'est pas l'idéal, puisque l'herbe elle va prendre beaucoup d'eau et donc là-dessus il faut quand même maîtriser. Mais les couverts végétaux sont plus intéressants que vraiment le travail du sol en lui-même. Du coup, tu la tonds, Alors pour l'instant, couches, je la tonds, mais évidemment, l'idée, ce serait plutôt de coucher cette herbe pour créer un mulch. Et comment tu vois, toi, l'évolution déjà du vin dans 5, 10 ans? Parce que on sent qu'il y a une mue, on sent que le consommateur, lui, alors bon, déjà pour tout ce qui est alimentaire, il est déjà plus exigeant, mais on sent aussi que dans les vins, les gens recherchent de plus en plus ils sont plus sur le biodynamie, nature, etc. Comment est-ce que toi tu vois l'évolution? Tel que les gens ils consomment le vin aujourd'hui, ce qui les motive, c'est d'avoir une émotion quand ils vont boire un verre. Et c'est ça qui est le moteur principal. Après, qu'il y ait différentes étiquettes, je pense que ça joue secondairement. Mais s'il n'y a pas cette émotion, vous pouvez avoir 15 000 pastilles dessus. C'est comme les médailles à une époque, ça ne changera rien. Voilà, donc c'est ça qui motive. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de chapelles. Je suis pas contre ça, hein, c'est pas ça, mais effectivement, il faut pas oublier le produit, en fait. Voilà, c'est l'émotion, c'est ça qui compte. Bah oui, c'est C'est ça qui va compter de plus en plus pour les gens. C'est comme ça que moi je vois l'évolution. Et ton vignoble, dans 5 ans, ça va être quoi? Il y a C'est des mon choses côté que je Steve vais, Jobs. voilà, il y a des choses que je vais forcément un peu évoluer. Le vignoble ne change pas du jour au lendemain, donc il y a des choses pérennes forcément. Voilà. Ça reste la nature, hein, heureusement. Avec le changement de climat, qui est une chose qui va être assez rapide quand même, ce qui risque d'être en danger, c'est nos cépages autochtones, que ce soit le Gewürz, le Riesling, peut-être même plus le Riesling, plus le Gewürz encore, pour des questions d'acidité. Mais bon, après, si on va commencer à vendanger mi-août, Gewürz Riesling, ça va être compliqué. À ce point?
En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans la littérature. Parce que là, toi, tu commences de plus en plus tôt. Là, cette année, tu as commencé quand? En 2019, non, 2019, on est plutôt, on va dire, dans une moyenne des 10, 15, 20 dernières années. Donc, on a commencé le 9 septembre. Voilà, donc ça va. C'est juste 2018 où là, on a commencé le 23 août, ce qui était la date la plus précoce qu'on ait jamais connue au domaine. Parce que du coup, tu as le bon taux de sucre dans ton raisin, mais une acidité qui est trop importante, c'est ça? Quand tu vendanges trop tôt? Alors, ça dépend des années en fait. On peut pas donner de schéma comme ça, évidemment, puisque les acides, enfin surtout l'acide malique, pour être un petit peu plus technique, se dégrade avec le soleil. Donc, c'est l'acide qui va se dégrader le plus vite. L'acide tartrique ne bougeant pas tellement. Donc, plus on va attendre, moins on va avoir d'acidité. Après, c'est quelque chose qu'on surveille, hein, mais ça se surveille. On peut bien sûr l'analyser, mais aussi, enfin moi je trouve que ce qui est important quand on les récolte, c'est aussi de goûter les raisins tout simplement et de regarder la couleur des pépins. C'est aussi important que d'avoir une valeur. Tiens, il y a tant et tant de sucre, il y a tant et tant d'acidité, il y a tel pH. Oui, bon, peut-être, mais des fois, on goûte. Il y a beaucoup de sucre, mais on sent que c'est pas mûr au niveau du fruit. On a des amertumes. C'est ces décalages aussi qui sont apparus en 2018 aussi. On avait effectivement pas beaucoup d'acidité. On avait des fruits qui n'étaient pas encore complètement mûrs. Alors, est-ce que j'attends et ça va encore concentrer davantage de sucre? Si c'est ce schéma-là qui dans les prochaines années, on va avoir, ça va être un peu compliqué. En revanche, 2019, là, on est plus dans un équilibre. On a des belles acidités bien équilibrées. On a un fruit qui est présent. Donc, moi, ça me ravit ces millésimes-là. C'est que 18, on a des taux d'alcool sur certains vins qui dépassent certains plafonds de verre. On est au-dessus de 14 degrés sur des pinots noirs et tout. C'est vrai que c'est assez particulier. Au niveau de la vinification, peut-être, tu as dit, tu travailles donc principalement avec des barriques, c'est ça, sur l'intégralité de tes vins ou uniquement sur les pinots noirs? Non, sur certaines cuvées uniquement. Alors sur le pinot noir, oui, puisque là, le pinot noir, il est entièrement en barrique. C'est pas du barrique neuve. C'est des barriques qui ont déjà eu 2, 3, 4 vins que je renouvelle tous les ans. Que tu fais venir de Bourgogne, Oui, principalement. ouais, Bourgogne, ouais. Donc j'ai des barriques de 228. Il y a aussi des barriques, il y a aussi un demi-muit, qui est aussi un format assez intéressant puisque ça permet on va dire, de boiser un peu moins. C'est vraiment pour vraiment préserver le fruit au maximum et d'arrondir les tanins au final. C'est ça le but de l'élevage. Alors l'autre jour, j'ai eu un commentaire d'une charmante dame que je ne connais pas. Donc on faisait un podcast sur les vins d'Alsace, puisque d'après elle, évidemment c'est son opinion et elle a le droit de l'avoir, hein, pour elle, les vins d'Alsace sont ringards. Oh, vous voyez pas le regard de Jean-Yves, mais là il a changé tout. Donc c'est un charmant commentaire que j'ai reçu. Elle adore les podcasts, mais elle trouve les vins d'Alsace quand même un peu ringards. Est-ce que tu as l'origine de cette femme déjà pour qu'on en sache un peu plus? Est-ce que tu sais de quelle région? C'est un commentaire qui est arrivé. Tout d'abord, nous la saluons et laisse Jean-Yves répondre. Il y a une partie de la production qui est ringarde, oui, ça on peut le dire, oui. Mais après, ça n'empêche pas d'être créatif. Je l'invite justement à aller pousser des portes et puis à aller redécouvrir. Elle a peut-être pas goûté toute la diversité qui se fait aujourd'hui. Et où tu es distribué aujourd'hui? Les gens, alors, ils peuvent venir directement au domaine. Pour les gens qui sont à Strasbourg, Colmar, ou même dans le reste de la France, ou voire dans le monde, parce que maintenant, aujourd'hui, je sais que les vins d'Alsace s'exportent plutôt très bien. Alors, bien sûr, au domaine, il est possible de se faire envoyer des bouteilles, bien sûr. Donc là, on envoie en France, et puis en Europe, et puis au Japon, et que sais-je. Aux États-Unis aussi, c'est arrivé. Et puis après, on a aussi une boutique partenaire à Strasbourg, qui est mon oncle Malker. Voilà. Donc là, on peut retrouver quelques bouteilles de chez nous. Donc ça, c'est puis aussi quelques restaurants à Strasbourg. Le Petit Tonnelier, je crois bien. Voilà. Et puis aussi, et puis à Kiel aussi, pour ceux qui veulent faire du saut de frontière, juste à côté de Strasbourg, au Stubauer Bistrot. Voilà. Donc là, c'est principalement les créments, mais voilà.
Alors moi, tout simplement, je vous invite à prendre le train, sortir à Célestat, quand il fait beau, prendre le vélo, aller à Orschwiller. De toute façon, sa maison, son vignoble, son domaine est facile à trouver puisque place de la mairie, c'est juste en face. Un bâtiment blanc, donc sonnez à la porte et vous aurez toujours un accueil assez formidable. Merci Jean-Yves. Merci à toi, Mika. Bon, on boit là. Allez, on y va. Allez, c'est Place parti. à la dégustation. Oula. Jetzt trinken wir. Jetzt trinken wir. Jetzt trinken wir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut te donner quelques cours en alsacien, toi. Exactement. Ah, je trouve que j'ai rajouté ça à ma petite pastille alsacienne. Voilà le petit mot alsacien qu'Adrien va devoir répéter avec un accent terrible. C'est ça. Et je crois qu'on va faire des vidéos où les gens vont devoir prononcer la même chose. Ah tiens, j'ai une petite idée d'ailleurs à te faire prononcer le nom d'un village. Oula. Bon, les villages, normalement, ça devrait aller. J'ai un peu plus l'habitude, non? Orschwiller, c'est ça? Non, Orschwiller, ça va. Orschwiller, ça va. Alors, oui, donc pour la petite blague, nous sommes à Orschwiller et si on parle du français, ça fait un peu le village des fesses, quoi. C'est un peu ça. Hein. Mais alors, apparemment, ça n'a rien à voir avec le côté un petit peu incestueux de ce côté-là. Ah non, pas du tout, non. Non, c'est d'origine latine, en fait. C'est d'origine latine. Donc il n'y avait pas eu de maison close, ce genre de choses. Ah, ça, je ne sais pas. Ok, alors on va passer à la première dégustation, le premier boire. Du coup, pas place à la dégustation. Donc là, c'est un 2017, une cuvée d'assemblage qu'on a appelée Vini Albinobilis, donc on reste en latin. Mais pourquoi il s'agit d'un assemblage qu'on a réalisé suite à un événement de l'année dernière qui était les 550e anniversaire de la disparition de Gutenberg, qui avait travaillé donc pour créer l'imprimerie à Strasbourg. Et donc l'association des imprimeurs de Strasbourg, Espace Européen Gutenberg, m'a sollicité pour créer une cuvée à cette occasion. Et donc, en fouillant un petit peu sur les pratiques du XVIe siècle, on se rend compte que les vins n'étaient pas monocépages du tout. En fait, il y avait des coteaux qui étaient classés par les villes qui avaient fait des édits. Et dans ces coteaux, on ne pouvait planter que des cépages dits nobles. Donc, ils ont édité la liste des cépages nobles. Et à partir de cette liste et des cépages qu'on a actuellement ici au domaine, on a fait un assemblage. Enfin, j'ai créé un assemblage, on va dire, un vin sec. Et donc, un assemblage de Riesling, de Muscat et de Pinot Gris. Et du coup, c'est une cuvée que tu as fait pour un millésime ou que tu vas reproduire à chaque millésime? Ah non, c'est juste un one-shot là. C'est juste une fois. Maintenant, le principe est intéressant et peut-être que pour d'autres choses ou pour des choses similaires, ce principe pourrait être reconduit par la suite. Alors, au niveau du nez, c'est très aromatique. Très, très aromatique. Ouais. Tu as parlé de muscat. Je pense que c'est ce qui... C'est ce qui viendrait exactement, ce côté un petit peu végétal, floral. Végétal, floral. Pourtant, ça ne fait partie que c'est même minoritaire dans l'assemblage. Mais c'est pour ça que quand on crée un assemblage, je voulais pas qu'il prédomine totalement. Donc, on a baissé pas mal la quantité de muscat. D'accord. Et pour garder une trame principale qui est le Riesling. D'accord. Ah, c'est vrai que vu que c'est un cépage qui est assez opulent au niveau aromatique, comme le Gewürztraminer, quand on fait des assemblages, je pense que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour éviter que ça prenne le dessus, quoi. Exactement. D'accord. Bon, goûtons ce petit vin. Alors au nez, moi je sentais aussi plus le muscat, mais par contre le Riesling, je trouve il est un peu plus présent au niveau de la bouche. Moi, ce que j'aime bien, personnellement, je connaissais déjà ce vin, je le trouve simple, frais, une certaine fraîcheur. Adrien? Oui, complètement. Complètement aussi. C'est vrai que le muscat est quand même toujours présent, je trouve, en bouche, mais il ne prend pas le dessus non plus. Effectivement, il n'est pas trop présent et trop opulent, comme on disait. En fait, par contre, en fin de bouche, moi, j'ai plutôt le côté Riesling, un petit peu moins le côté sucrosité, en fait. Mm-hmm. Effectivement, on est sur quelque chose de complètement sec et c'est pas mal du tout. Mais cette étiquette me dit quelque chose. Je l'avais déjà vu quelque part, donc je pense que c'était pour cette fête-là de Gutenberg. Je sais pas, il y avait un événement qui avait été fait sur Strasbourg, c'est ça? Oui, pendant toute l'année, mais surtout pendant une semaine et surtout pendant un week-end, donc en juin 2018, mi-juin. D'accord. Donc une fois qu'il y a plus de bouteilles de ce vin-là, ça sera terminé. Tu ne le reproduiras.
J'en vois 4 derrière toi déjà, Mickaël. Ah, c'est des factices, elles sont vides. Ah, en plus, bon, voilà. Bah ouais, pas forcément. Non, mais c'est vrai que c'est un peu là. Après, je sais pas si on peut appeler ça une mode, mais j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de vins d'assemblage, peut-être moins de vins de monocépage. Enfin, Je pense que c'est un sujet qui serait intéressant à parler parce que comme tu le disais, apparemment c'est ce qu'on faisait en Alsace à l'époque, donc beaucoup plus d'assemblage pour mettre en avant le terroir. Il y a eu un moment où on a voulu mettre le cépage en avant partout, et ça quand on pense au vin d'Alsace, on pense à ces étiquettes où il y a marqué le cépage en gros, et j'ai l'impression que ça revient un petit peu effectivement le fait de mettre le terroir en avant et même de dépasser un petit peu ce monocépage. Plus que des assemblages, je pense que la tradition, c'était vraiment de faire de la complantation, pas pour des raisons de il faut que ça aille vraiment avec le terroir. C'était des raisons beaucoup plus triviales, qui étaient que beaucoup de familles avaient un lopin qui leur servait de revenu complémentaire. Et pour être sûr d'avoir au moins une production chaque année, ils plantaient beaucoup de cépages différents pour être sûr que voilà, il y a eu du gel, du coup un peu tardif, et puis j'avais que ce cépage-là et qui était sensible, du coup je n'ai rien à récolter. Donc ils plantaient ça en foule, à pied, et, enfin voilà, donc c'était la raison principale de ça. Non, après je pense qu'il y avait aussi des pratiques et leur savoir-faire, et des endroits où évidemment il y avait plus certains cépages que d'autres, quoi. En fonction des endroits, de l'exposition, et voilà, donc on va pas mettre, je pensais qu'ils mettaient pas les mêmes cépages dans chaque coteau, et pareil si c'était pour la plaine, quoi. alors, tu disais tout à l'heure que en fait tu avais fait une recherche par rapport aux cépages qui existaient à l'époque. C'était au XVIe siècle, me semble-t-il. Oui. Donc le Riesling était déjà omniprésent comme C'était déjà aujourd'hui. présent, et il y avait aussi le Gewürz, ou le Traminer aussi, qui est une variante du Gewürz dans cette Qui famille-là. existe toujours le Traminer ou... Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Ça existe. Alors bon, ça existe, c'est un cépage qui existe, mais qui n'est plus planté, qui n'est plus d'usage aujourd'hui, Il fait quoi. partie de ces cépages un peu oubliés. Qui ont été interdits même. Ouais, interdits. D'accord. Disons le mot, quoi. D'accord. Pour quelle Quand raison il y a- Ils sont toujours interdits aujourd'hui? Quand les appellations Alsace a été créée dans les années 50, il se plantait plus de 200 cépages en Alsace, dont une cinquantaine à peu près qui étaient les plus courants, et donc là ils ont vraiment écrémé, ils en ont gardé que 6 pour les blancs et 1 pour le rouge. D'accord. Donc on peut imaginer que des cépages un peu interdits reviennent un petit peu un jour au goût du jour. Est-ce que ce serait une idée? Est-ce que ça permettrait au vin d'Alsace de se développer encore plus, d'avoir d'autres... Bon, après, certains ont été mis sur le côté pour des raisons qu'on peut aussi comprendre, quoi. Mais chaque cépage avait son intérêt, hein. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, et j'ai comme projet de planter en 2020 une vigne dont normalement, d'après mes connaissances, le cépage n'est pas présent en Alsace. Ça, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je m'en détais un peu. Alors Jean-Yves en parlait déjà en off. Là, il vient d'en reparler, donc il a jamais donné de cépage. On va peut-être arriver à l'avoir avant la fin de l'enregistrement. Non, tout simplement, c'est que tant que ce n'est pas fait, je ne préfère pas en parler. Est-ce Non, que mais on ça va comprend. tomber à l'eau? Est-ce que je ne Bien sais pas? sûr, bien sûr. Mais c'est en bonne voie. Moi, je Voilà. crois que en fait, on va suivre ça, et comme ça, on tiendra à informer nos auditeurs de Carrément. l'évolution. De toute façon, l'idée, c'est aussi de donner de temps en temps des nouvelles des vignerons qu'on aura déjà fait dans les épisodes passés. Un peu comme dans les émissions d'M6, tu sais, quand ils font du coaching et après ils reviennent en arrière pour voir comment ça se passe. Ça me parle C'est moins, mon côté ok. c'est mon côté Etchebest. Du coup, place au deuxième vin. Allons-y. C'est parti. Jetzt trinken wir. Alors, place au deuxième vin, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il est là. Oui, voilà. Donc c'est un Pinot Gris 2017 sec. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Il y a le côté floral au nez. Petit côté citron. T'en penses quoi? Il y a un arôme sur lequel j'arrive pas à mettre de mots et qui me rappelle quelque chose très fortement. Je me disais aussi parce qu'il a les moustaches qui frétillent. Encore Et que là, par contre, l'œil ne brillait pas tant que ça. Donc il était en recherche. Il y avait une. Voilà, il y avait le sourcil gauche qui était élevé. Ouais, il y avait un point d'interrogation comme dans les cartoons au-dessus de sa tête. Alors, le côté citron, un petit peu citron vert, ça je suis d'accord, on retrouve ces notes-là. Il y a un petit côté légèrement vanillé aussi qu'on va retrouver plus en bouche. un peu en bouche, ouais.
Alors, tout de suite, quand on goûte le côté vanille, il est arrivé là. Alors, c'est peut-être parce que tu l'as dit que finalement il me prend le dessus, mais non, moi, je trouve que ce Pinot Gris est très sympathique et frais. Moi, alors, il fut un temps, je buvais beaucoup de Gewürz. Puis je suis passé sur les Riesling. Maintenant, je suis un peu dans la mode, enfin personnellement, des Pinot Gris. Je trouve que j'ai l'impression que les Pinot Gris me parlent plus en fait. Moi, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, qu'en penses-tu? Légère oxydation peut-être dessus? C'est léger. Ouais, après, Ouais. c'est la bouteille est ouverte depuis 3-4 jours. D'accord. Non, mais c'est très bien fait, c'est très, très droit, Ouais. effectivement. Et travailler en sec, le Pinot Gris, comme le Gewürztraminer d'ailleurs, c'est des cépages sur lesquels j'ai peut-être un peu plus de mal sur ces cépages-là, justement. Toi, tu disais que tu aimais bien. Moi, je trouve que souvent, quand ils sont travaillés uniquement sur la sucrosité, ça manque un petit peu d'intérêt. Et là, justement, c'est très bien fait. Ouais, je suis assez d'accord. Et t'as plusieurs gammes en fait dans tes vins, c'est ça? Oh, Pinot Gris, oui. Donc là, il y a le sec. J'ai un demi-sec aussi. Et puis un moelleux. Qu'est-ce qui marche le mieux, justement, auprès de ta clientèle? Alors, je n'avais pas de sec. J'avais fait un exercice en 2015, mais qui me satisfaisait pas complètement. Donc, j'ai un petit peu réfléchi pour que ça aille plus dans la direction que je recherchais. Et alors, sans tout révéler, mais en gros, il y a une partie du vin qui est élevée en barrique, et c'est le choix du bois qui est vraiment intéressant. Et là, en changeant ce bois, le but c'était pas de rajouter du boisé, mais vraiment que les arômes du vin ils puissent se fixer sur les tanins du bois en gros et se révéler. Et c'est ce qui s'est passé, pardon. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi ces notes fruitées. On n'a pas que juste le côté un petit peu vanillé qui ressort en bouche, mais on a aussi ce côté vraiment frais. Et c'est ça qui m'intéressait, voilà. Super frais. Et alors le retour clientèle, eh ben il est plutôt positif. Moi je veux dire, là ces derniers temps, je veux pas dire que voilà, j'ai beaucoup de gens qui apprécient d'avoir un Pinot Gris sec, et voilà. Donc moi ça me ravit. Hein. Alors, avec quoi tu servirais ce vin? Alors moi j'avais tout de suite pensé, alors soit quelque chose d'assez simple, soit une omelette, un peu aillée, persillée, ou alors et c'est la saison. Alors c'est la saison en décembre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est ça, une poêlée de champignons, voilà, tout simplement. D'accord, mais c'est parfait. Et le premier, alors je sais pas vous poser la question pour le premier, quoi tu servirais donc ton vin d'assemblage Gutenberg? Ouais, moi je verrais ça plutôt avec du poisson poché par exemple. Ouais, brebis, même un plateau de fromage, c'est une brebis, chèvre. Ça pourrait Moi je trouve ça un peu tendu. Un peu tendu? Ouais, un peu tendu pour le D'accord. fromage, ou alors peut-être avec quelques fromages un peu plus crémeux. D'accord, genre brie à Savarin. Voilà, plutôt. Ouais. Parfait. Bah écoute, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci Jean-Yves de nous avoir reçus à ton domaine. Je te souhaite le meilleur. Et puis surtout, continue à enchanter tes consommateurs et les amoureux du vin. Merci Adrien. Merci, Mickaël. Merci Alexis. Il faudrait un jour que vous entendiez sa voix quand même. Hein. En tout cas, rendez-vous le 15 décembre pour l'épisode 2. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.